bonjour. Bonjour. Très bien. Je parle trop fort. Non, non, très bien. Donc on va commencer. La suite des... Il marche pas mon micro, il marche comme ça. Faut Voilà. monter plus haut, faut pas. Très bien. Oui, je sais, il faut mettre le micro sur le menton pour que ça marche. Je n'ai pas le mot de présentation. J'aime bien quand c'est les autres qui s'embêtent avec les présentations. Oh, ça me fatigue. Ah, il est là. Ah si, ça doit marcher. Bon, c'est pas grave. Allez hop, on va faire comme ça, on va faire à l'ancienne. Donc bonjour, on va un peu parler d'un sujet un peu d'actualité qui est la cybersécurité industrielle. Sujet d'actualité parce que si vous lisez la presse, on parle beaucoup d'attaques ou en tout cas de vol de données, d'attaques, de blocage de sites industriels, d'hôpitaux, de magasins et autres. Donc sujet d'actualité. Puis surtout un autre sujet important, c'est que la réglementation est en train d'évoluer énormément sur ce sujet-là, notamment en matière d'électronique embarquée, puisque l'Europe, le 15 septembre, le 15 septembre a soumis une proposition qui s'appelle le... Nouvelle directive Nice 2. Non, le Resilient Act. Ah oui, le Resilient Act. Mais Donc, il y a aussi la directive qui est dans les tuyaux et qui va changer la donne aussi pour tout ce qui est connecté. Donc ça bouge beaucoup, plus les assurances s'y mettent, puisque Bercy a autorisé maintenant aux assureurs de pouvoir prendre en charge les frais des rançons, voilà, mais sous réserve que l'entreprise porte plainte. Ça signifie, grosso modo, on ne va pas se faire d'illusions, les assureurs ne sont pas non plus là pour vous faire plaisir. À mon avis, les contrats vont être revus à la hausse et puis notamment, ils vont demander des garanties et notamment la preuve comme quoi, au sein de vos activités, vous avez mis tout en œuvre pour pas que ça arrive. Donc c'est un sujet d'actualité assez important et on va en parler pendant... On a combien de temps, Martine? On a ok, Martine nous a dit qu'on avait toute l'après-midi, la fin de l'après-midi pour en parler, mais de toute façon, on va en parler toute la fin de l'après-midi puisque derrière, il y aura Philippe Sissoko qui va effectivement aborder aussi ce sujet très réglementaire qui est tout aussi important que le sujet qu'on va aborder, puisqu'on va surtout parler... Moi, je vais surtout vous faire une présentation globale, et puis ensuite, avec Philippe Sissoko, vous rentrerez dans le dur, ce qui fait un peu mal, c'est-à-dire le respect des exigences techniques en matière d'IoT. Voilà. On va peut-être se présenter. Oui. Oula, c'est moi. Il faut rester face au public, donc on va regarder, on ne va pas se regarder. C'est dur de ne pas interagir. Ouais, c'est dur. Donc voilà. Donc je vous donne la parole et puis déjà pour vous présenter et puis je me présenterai après puis on attaquera un peu. Oui, très bien. Donc moi je suis Caroline de Rubiana, je suis directrice du centre cybersécurité de la région qui s'appelle Cyberoc, qui a été créé en juin. C'est l'aboutissement de 3 ans et demi de travail et qui est destiné à accompagner les organisations dans leur sécurisation, à développer l'écosystème de la cybersécurité. Vraiment à permettre d'avancer sur le sujet et de permettre un vrai changement pour l'écosystème, d'apporter des réponses. Et en plus, on est CSIRT régional, c'est-à-dire qu'on est aussi centre d'urgence en cas d'attaque. Ce service-là ouvrira en janvier 2023. Voilà, merci. Oui, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. On pourra verra en après. parler puisque de toute façon on fera des questions-réponses. Donc moi je suis Jean-Christophe Marpeau, j'ai en charge, je suis ingénieur Captronic basé à Nancy. J'ai fait tout le voyage pour venir vous voir. Et entre autres de l'activité classique de Captronic qui est là, j'ai en charge effectivement le volet cybersécurité au sein de Captronic et notamment deux éléments importants, la réalisation des prédiagnostics gratuits en matière de cybersécurité, je précise sur les IoT et sur tout ce qui est électronique embarquée. Et deuxième point, la mise en œuvre de la 62443, qui est une norme d'automaticien, pour informaticiens, où là on va parler beaucoup plus de cybersécurité, de l'outil industriel, donc de la protection ou qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour protéger son outil industriel à l'aube de l'industrie 4.0 et 5.0. Donc voilà. Donc après, pour pouvoir rentrer en contact avec Captronic, j'ai mes collègues qui sont là et qui sont les locaux. Moi, j'interviens derrière s'il faut. Voilà. On va commencer tout de suite par aborder ce sujet-là. Voilà, c'est toujours pareil. Il faut vraiment que je pense à appuyer. C'est le phénomène de la batterie. Alors, j'ai pas mes lunettes. Voilà. Donc, quelques petits exemples très connus
de cyberattaques. Il y en a plein d'autres, hein. Elles sont assez vieilles, celle-là, elles datent de 2020. Il y en a eu plein d'autres depuis. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Toyota qui a fermé son usine. On parle surtout de ICS, donc ce sont les automates. Les automates sont effectivement la cible d'attaque. Voilà. Grosso modo, il y a des attaques tout le temps, si je peux résumer assez. En gros, personne n'est à l'abri et c'est un point important. Et ce n'est pas parce qu'on est industriel avec une belle ligne de production qu'on est à l'abri d'une attaque. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est le déroulement d'une attaque, parce que bien sûr, on parle beaucoup de cyber, mais il est intéressant aussi de bien comprendre comment ça se passe. Et souvent, c'est quelque chose d'assez anodin, c'est un email, c'est de l'ingénierie sociale et autres, mais je pense que on a la spécialiste ici qui va effectivement parler de tous ces éléments-là, ingénierie sociale, puisque c'est le rôle effectivement du futur CSIRT régional, de travailler sur ça. Moi, je vais plutôt vous aborder le descriptif de l'attaque du réseau ukrainien en 2015. Point important, ce qu'il faut savoir, c'est que l'attaque a commencé 6 mois avant. C'est-à-dire que le premier mail qui a été envoyé, ça a été 6 mois avant la date réelle de... Comme souvent. Hein. Comme souvent, voilà, c'est ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un clic qu'il ne fallait pas. C'est toujours comme ça aussi, souvent, il y a un clic qu'il ne faut pas. Et donc, à partir de ce clic-là, il y a eu effectivement la compromission d'un poste bureautique. Et le fait de faire cette compromission, ça a permis aux hackers au pluriel, effectivement, de faire une investigation et de voir ce qui se passait au réseau. Ne serait-ce que c'est ce qu'on appelle de la reconnaissance. Ensuite, suite à ça, après cette reconnaissance, donc ils ont quelque part pu ouvrir un réseau VPN, c'est un petit peu ça, hein, qui leur a été propriétaire. Ils ont réussi à ouvrir un réseau VPN, ils ont changé les droits d'accès, ils ont modifié les droits administrateurs, et là l'attaque a été lancée. Grosso modo, ils ont mis un petit logiciel qui permet de vérifier effectivement les frappes sur clavier. Et puis ils ont installé effectivement des applications qui leur étaient propres, qui avaient été développées pour pouvoir prendre le contrôle, notamment ce qui était important effectivement des PC, mais surtout ce qui les intéressait effectivement, c'était le SCADA et les passerelles. Parce que la cible des Ukrainiens, enfin en tout cas des attaquants, je ne donnerai pas leur nationalité, mais en tout cas les attaquants, c'était viser le SCADA. Et à partir de là, quand tout est fait, c'est assez simple, hein, ils ont appuyé sur le bouton, et puis donc ils ont tout fait sauter. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ont donné des ordres de coupure, tout a été disjoncté, ils ont déconnecté les postes, ils ont, important aussi, on écrase toujours, c'est-à-dire qu'on efface tous les logiciels, ils ont carrément remis les firewalls et tout ce qu'il fallait pour qui était censé protéger, et ils les ont mis à leur sauce. Et puis à partir de là, ils ont effacé les disques durs, et puis ça a enclenché la coupure de courant. Ce qui est assez intéressant dans cette attaque, c'est qu'au dispatching, ils n'ont rien vu. C'est-à-dire qu'au début, tous les paramètres étaient bons, c'est-à-dire qu'ils avaient les bons indicateurs, ils ne savaient pas du tout ce qui se passait. C'est après, quand les gens ont appelé en disant il y a des coupures de courant, qu'ils ont commencé à chercher, puis ils ont dit il y a un truc qui cloche, quoi. Donc voilà, ça s'est fait. Donc 6 mois de préparation. En tout cas, le verre était là depuis 6 mois et ils ont pu déclencher à distance à un moment donné pour pouvoir attaquer. Alors, la dernière info que j'ai eue, c'est une équipe de 30 personnes qui ont mis ça sur pied. Ils étaient 30, pas plus, pour faire sauter un réseau. C'est déjà pas mal, hein, quelque électrique. part. Ouais, mais voilà, 30 personnes. Non, mais c'est juste qu'on a toujours cette vision du hacker qui est tout seul. Et là, c'est bien là. En fait, ça ne se passe pas comme ça du tout. On sont des professionnels. Des organisations comme des entreprises, mais du côté obscur de la force, et qui sont très bien organisées et qui mettent en place ces attaques. Et dans la même période, alors j'ai un doute si c'est 2015 ou 2017, mais je crois que c'est 2015, TV5 Monde, c'est exactement la même chose. Hein. Les journalistes reçoivent un mail avec une charge malveillante. Ils ne se rendent pas compte qu'elle se charge sur la machine, hein, tout en discrétion. Pendant plusieurs mois, ce qui a été le verre, de la même façon, n'a pas fait de vague, entre guillemets, mais par contre, il a exploré toute l'organisation, enfin tout le réseau de TV5 Monde. Et la problématique qu'avait TV5 Monde, c'est que c'était un réseau à plat, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout de segmentation entre les différentes parties de l'entreprise. Et donc, toute la partie de diffusion, donc un système industriel en fait, était directement connecté à la partie IT classique, compta, administration. Et donc le verre a tout exploré, et le jour où ils ont décidé de déclencher l'attaque, ils ont envoyé les instructions sur les différentes machines qui faisaient la diffusion des programmes TV, et tout s'est arrêté. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ça a quand même fait beaucoup de vagues. Là, l'ANSSI, d'ailleurs l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, s'est mobilisée parce que c'était l'image de la France qui était en question. Comme quoi, c'est assez simple.
Donc, s'il n'y a pas certaines choses de base en place, ça leur facilite vraiment la vie. C'est clair. C'est tout à fait ça en fin de compte. Donc, voilà un petit peu cet exemple. Un autre exemple que je trouve assez intéressant, et peut-être aussi à la même période, c'est Ouest France. Alors il faut savoir que beaucoup d'attaques se passent un vendredi. Il y a beaucoup de choses qui se passent le vendredi. Et on s'en rend compte après. Et donc pour Ouest France, effectivement un jour, ils faisaient tourner les rotatifs, puis ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et là, le service informatique était un petit peu renseigné, il s'est dit, on a une attaque. Et là, bon, effectivement, ils ont mis en place ce qu'il fallait. Ce que je retiens, moi, de cette attaque, c'est surtout la réaction des gens. Il faut prendre conscience qu'une attaque informatique, c'est une situation de guerre. Pour l'entreprise, c'est une situation de guerre. On est en situation de crise et ça doit être géré comme une situation de crise. Et ça, on a tendance souvent à l'oublier. Une attaque informatique, l'objectif, évidemment, c'est de la prévenir, en tout cas de ralentir l'attaquant. Mais à un moment donné, quand elle est là, il faut prendre des dispositions de situation de crise. D'où la présence du CCERT. Donc, c'est une partie de la fonction. Oui, tout à fait. Donc, alors, juste une petite parenthèse sur le CCERT régional. Ça fait partie du plan de relance qui a été annoncé à la sortie du confinement, de financer un certain nombre de choses pour relancer la France, pour permettre plus d'autonomie, et aussi pour permettre aux entreprises, enfin, disons, aux collectivités, aux entreprises, d'avoir des interlocuteurs régionaux quand ils sont attaqués. Parce qu'en fait, actuellement, on a des services qui sont dédiés à certains acteurs en cas d'attaque. Donc on va avoir ce qu'on appelle des organismes d'importance vitale, qui ne sont pas... c'est bon, j'attendais que ça arrête de sonner. On a certaines entreprises qui sont liées au domaine militaire ou des choses comme ça, où eux, ils vont avoir des interlocuteurs directement quand ils sont attaqués. Et puis après, il y a des entreprises, plutôt les grosses entreprises, qui, eux, vont payer ce service à l'année. Mais pour les petites entreprises, les petites collectivités, ils ne vont pas payer un service en cas d'attaque qui va leur répondre. C'est en général des services assez onéreux. Et donc le plan France Relance a un volet cybersécurité dédié à la cybersécurité. Donc il y a un certain nombre d'actions aussi pour sécuriser justement les hôpitaux, les collectivités, puisqu'on a vu énormément d'attaques fleurir pendant le confinement. Et depuis, d'ailleurs, c'est pas redescendu. Hein. C'était une montée qu'on voyait depuis quelques années de professionnalisation et d'efficacité des attaques dues à un certain nombre de facteurs. Mais il y a aussi le fait de créer des CCIRT, donc des centres de réponse à incidents, dans les régions, pour que le tissu économique ait un interlocuteur qu'il puisse contacter en cas d'attaque et qui va le guider pour faire face à cette attaque. Parce qu'en fait, les personnes, quand elles sont face à une attaque, elles n'ont pas réfléchi avant, elles ne savent pas vraiment par quel bout prendre la problématique. Donc là, l'idée, c'est vraiment de les guider et de les mettre en relation avec notre écosystème qui sait répondre aux attaques. Et puis les services de police, etc. Il y a tout un ensemble de démarches à faire et de gestes de premier secours, j'ai envie de dire. Bon, en général, c'est couper le réseau. C'est pas compliqué, il faut couper le réseau. Mais dans les cyberattaques, il y a quand même les cyberescroqueries. Et là, c'est pas couper le réseau, c'est appeler sa banque tout de suite. C'est un autre type d'attaque. Donc voilà, donc c'est un peu important. Effectivement, penser à l'attaque, c'est bien, mais aussi penser à l'après, au pendant et l'après, c'est important. Et bien avoir en tête qu'on est en situation de crise. Donc, ça c'est juste pour résumer ce qu'on a dit. Effectivement, une attaque informatique, c'est un petit peu ça. Hein. On va essayer d'étouffer le feu. Pas du tout anxiogène comme image. Oui, mais bon, c'est un peu la réalité quand on le vit, quoi. Alors, hop, je passe. Donc, maintenant, c'est à vous de travailler. Donc, vous allez prendre votre téléphone. Rassurez-vous, il n'y a pas de risque. Vous allez charger un petit logiciel. Donc, vous allez juste flasher le petit QR code. Ça, je vais savoir qui est connecté. Vous allez me dire si ça marche. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez accès à une application? C'est bon? Tout le monde a flashé? Et donc, il y a des questions. Alors, je vais mettre en route. Je vais mettre en route.
Ok, ça c'est en plein écran. Hop. On va essayer de trouver ce qui va bien. Par contre, je voudrais le mettre à 0. Bon, alors attendez, j'ai besoin de mes deux mains. Est-ce que vous arrivez à répondre? Et vous répondez? C'est peut-être pour ça que tu as 100%. Ouais. Alors, Ils sont pas 75. non, non, ils ne sont pas 75. On a été piratés. On a été piraté. Non, non, il n'y a pas de souci. Je vais. Hop. Est-ce que je l'ai pas mis à 0? Là, s'ils répondent tous, on va peut-être recommencer. Je trouve plus. Voilà, c'est ici. Voilà. Hop. Et donc maintenant, vous pouvez répondre aux petites questions Ou répondre. ou répondre de manière à effectivement à un petit peu récupérer vos retours. Bon, je vais commenter, hein, vous êtes en ligne, mais bien sûr, l'outil de production n'a aucune raison d'être la cible d'une attaque informatique. Bien sûr, c'est faux. Tout système informatique, tout réseau, tout équipement peut être la cible d'une attaque informatique. Volontaire ou pas volontaire. C'est-à-dire que dès lors que vous avez effectivement un équipement connecté, on augmente la surface d'attaque. Et donc, quelque part, ça représente un risque. Un élément connecté représente un risque. Oui, surtout que justement, il y a cette idée-là, c'est qu'il y a la professionnalisation des pirates, des attaquants. Il y a des gens qui prennent des balles perdues. Là, il y a eu un hôpital qui a pris une balle perdue, et d'ailleurs, les pirates ont fait « Ah, attendez, on vous donne la clé pour réparer parce que vous n'étiez pas visé. » Donc, le problème, c'est que quand on est sur le réseau Internet, on peut être scanné, on est visible. Et suivant comment c'est sécurisé, ben on peut exposer ses failles et donc être touché par une attaque, même quand ce n'est pas voulu. Donc voilà, un outil de production, et encore plus avec l'avènement de l'usine 4.0, c'est encore pire parce que souvent on se rend compte que la mixité des équipements, la mixité des logiciels, des PC sous différentes plateformes, rend beaucoup plus compliqué effectivement la sécurisation de l'outil de production, beaucoup plus compliqué pour celui qui en a la gestion. On observe aussi effectivement des discussions ou en tout cas des différences de vue entre les automaticiens et les informaticiens, ce qui fait quelque part pour l'attaquant, en tout cas pour le hacker, c'est du pain béni parce que quelque part on lui ouvre un boulevard total sur l'équipement. Donc ça c'est un point important. Deuxième question. On dit souvent, moi j'ai beaucoup d'industriels qui disent ouais bon c'est très bien tout ça, vous me parlez de cyber, vous me faites peur, le feu et tout ça, mais moi si je mets effectivement des couches logicielles, si je mets du pare-feu, si je mets des diodes et tout ça, ça va ralentir mon outil de production. Donc j'en mets pas parce que c'est important. Alors oui, il faut quand même être clair, sécuriser une ligne de production peut ralentir l'outil de production. C'est évident, ça peut ralentir. Parce que quelque part on va mettre des couches de sécurité, il va y avoir aussi une couche humaine à un moment donné, donc on peut prendre le risque effectivement de ralentir un outil de production. La règle, comme dans tout bon industriel, comme dans tout chef de ligne de prod, ça va être effectivement de définir une architecture ou une cartographie de son outil de production et de bien segmenter ce qui doit être protégé en priorité et ce qui ne l'est moins. Et à partir de là, d'optimiser l'outil de production, la vitesse ou en tout cas sa cadence par rapport effectivement au risque qui a été identifié. Alors, en fait, je pense que c'est tout à fait ça. Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de beaucoup d'éléments. Et c'est là où c'est très important de se faire accompagner. Il y a ça aussi, c'est-à-dire que la cybersécurité, le chef d'entreprise, c'est pas son métier, ses équipes, c'est pas forcément son métier. Il a
il n'est pas forcément suffisamment gros pour pouvoir internaliser ce genre de compétences. Donc c'est important de se tourner vers des gens qui sont capables d'aider l'entreprise à faire face à cette problématique et à le traiter de façon la plus rationnelle, efficace possible. Et là, je vais faire un peu de pub pour Cyberock, j'en profite. En fait, nous, on a fait un portail de la cybersécurité qui s'appelle cyberock.com et on a fait un annuaire pour référencer les acteurs de la cybersécurité en région Occitanie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on trouvait important parce qu'en fait, on dit aux gens sécurisez-vous, mais en fait, si on ne sait pas à qui s'adresser, ça ne marche pas. Donc, voilà. Donc, vous avez un annuaire des acteurs de la cybersécurité. Donc, effectivement, il faut se faire accompagner, c'est un point important. Mais après, c'est une question de coût. Combien coûte un arrêt de production ? Combien coûterait un ralentissement ? Là, c'est effectivement un travail à faire au sein de l'entreprise, notamment à l'aube de l'industrie 4.0. Donc c'est un point important, mais il est évident que ça peut ralentir effectivement une ligne de production. Par contre, le point important qui a été dit tout à l'heure, c'est de l'industrie 4.0. C'est un petit peu comme la transformation digitale. Ouais. C'est-à-dire que si on s'enclenche dans des choses comme ça, il faut absolument considérer la sécurité, la cybersécurité au départ. Parce que si c'est fait, et revenir après sur de la sécurité, c'est très compliqué. Je confirme, totalement. Beaucoup d'industriels me disent aussi, et ça fait partie un peu des idées un peu préconçues, que mon système industriel est trop complexe, je ne vois pas qui pourrait s'attaquer à mon système industriel. Ou en tout cas, pour bien comprendre comment il fonctionne, il faut être dedans et à partir de là, je diminue le risque. Alors oui, quelque part ça peut être vrai si effectivement vous êtes fait l'objet d'une attaque ciblée. Mais il ne faut jamais oublier un point important, c'est que si vous êtes la cible d'une attaque, c'est qu'il y a une ingénierie en amont. C'est-à-dire qu'on n'attaque pas une entreprise par hasard quand elle est ciblée. C'est-à-dire que vous êtes la cible d'un concurrent, d'un consortium ou de quelqu'un qui est complètement malveillant, vous avez viré quelqu'un ou n'importe quoi. Tout ça, ça fait partie des risques. Donc il est évident que la complexité peut être un frein, effectivement, quand on regarde ça un peu de loin, mais ce n'est pas un frein en fin de compte, parce que celui qui voudra s'attaquer, quelque part, il va y arriver. On fait souvent cette analogie, c'est la stratégie de Vauban. La stratégie de Vauban, où c'est comme une alarme dans une maison, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de ralentir l'ennemi. Mais de toute façon, s'il y a une attaque, il arrivera. Quelle que soit la situation, il arrivera à ses fins. L'objectif, c'est de le ralentir. Donc, c'est de mettre des barrières. Même si, effectivement, vous avez une maison avec plein d'alarmes, tout ce que vous voulez, si quelqu'un veut pénétrer dans votre maison, il va y arriver. Il y mettra le temps, il utilisera une multitude de moyens, mais en fin de compte, il va y arriver. Donc, la complexité n'est pas forcément un frein. Ça, c'est un point important, si effectivement, on veut vous attaquer. Il y a un élément important qui a été dit, c'est la malveillance interne. C'est une réalité. Il y a des gens, en fait, l'attaque va venir de l'interne. Donc, soit quelqu'un qui n'est pas content de la façon dont certaines choses se sont passées, soit quelqu'un par négligence également. Et là, il y a une dimension dans la cybersécurité que les gens oublient énormément, c'est la dimension humaine. C'est une question d'organisation, c'est une question de sensibilisation des gens dans l'entreprise. C'est une question d'ouverture d'esprit du chef d'entreprise par rapport à au mal-être de certains salariés, etc. Donc ça, c'est un point très important et qu'il ne faut vraiment pas... la cybersécurité, ça n'est pas du tout qu'une question technique. C'est une question organisationnelle, humaine, juridique, même sécurité physique, particulièrement dans le cas du système industriel, et technique, bien entendu. Et il y a un deuxième point. Tu as parlé de concurrence. Il y a eu une petite entreprise, alors maintenant ça commence à dater, ça fait 4-5 ans, je crois, une petite entreprise qui était dans les Pyrénées, donc Hautes-Pyrénées, je crois, qui faisait des saucissons avec une petite chaîne industrielle qui faisait des petits nœuds au bout du saucisson. Ils ont été piratés, plus de petits nœuds, plus de production de saucissons. Et les gendarmes, quand ils ont fait l'enquête, ils se sont rendus compte que c'était le concurrent qui l'avait attaqué. Donc, ça paraît... moi, ça me paraît un peu délirant, mais c'est une réalité. Il y a des gens, voilà. Un concurrent peut être tenté de faire ce genre de choses. Bon, c'est une mauvaise idée, parce que s'il n'est pas, suffisamment fort sur le sujet, il va se faire pincer, et je pense que ça va lui coûter très cher. Et enfin, un dernier point, et après j'arrête. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une attaque sur des centrales iraniennes il y a un certain nombre d'années. Ça s'appelle Stuxnet. C'est un truc qui nous fait très très mal parce que c'est quelque chose qui a été conçu par la NSA et les services israéliens. Donc c'est quelque chose qui est hyper puissant, qui leur a totalement échappé et les pirates sont hyper contents d'avoir des outils mis à leur disposition pour faciliter leurs attaques. Donc il ne faut pas du tout oublier que
il y a plein de recherches qui sont faites, il y a des choses qui sont créées et que malheureusement, des fois, ça se retourne contre nous, entre guillemets. On parle de Stugnet, il faut savoir qu'en fin de compte, une clé, les petites clés pour hacker les réseaux radio, c'est 49 € sur la FNAC. Vous avez avec ça un petit scanner toute bande, avec une petite application GNU Radio pour ceux qui manipulent. On peut effectivement scanner, récupérer les codes, enfin plein de choses. Et puis le hack RF classique, on monte à 150 €. J'en ai vu un il n'y a pas longtemps, on est à 150 €, où là en plus on peut effectivement faire de l'injection de code radio sur un réseau. La mise de fonds n'est pas énorme en fin de compte. Ouais, il y a toute cette problématique d'un matériel avant qui était totalement inaccessible et vraiment réservé à des experts et qui aujourd'hui s'achète sur une marketplace, sans vouloir citer de nom. Il suffit de suivre un tuto YouTube mon petit neveu de 15 ans hack le portail de l'entreprise d'à côté, ou si c'est mal conçu. Vous allez sur Amazon. C'est vraiment incroyable. Non, c'est libre. En plus, c'est des outils libre de droit, donc c'est bien. Ça marche bien, j'ai essayé parce que moi-même. l'objectif, c'est de pouvoir y travailler, faire des expériences, mais voilà. J'ai piraté mon propre garage, je voulais voir, et effectivement, ça marche bien. C'est pratique quand on a perdu le beeper, c'est ça? Oui, c'est pratique. Alors, autre question, effectivement, on parle du vol de données. Donc, quelque part, oui, si on me vole quelques données, est-ce que ça va bloquer ma ligne de prod? Je vous dirais qu'on revient toujours au concept de l'industrie 4.0. Tout est quand même logé au niveau des ERP, du MES et autres. Donc à un moment donné, si vous avez plus votre ERP, vous n'avez plus votre MES, eh bien en fin de compte, vous allez revenir au papier crayon. Il va falloir tout redémarrer. Ça va être extrêmement compliqué, très complexe. Forcément des pertes de données, des problèmes de facturation, des problèmes de clientèle, de suivi des fournisseurs. C'est quand même un petit peu embêtant, quoi. Quand même. Il y a surtout l'image de marque aussi. C'est-à-dire que si les pirates volent des données, ils vont peut-être demander une rançon. Alors après, ils vont peut-être les vendre à des concurrents, donc ça aura un impact. Mais si c'est mis sur le dark web, et en général, il y a suffisamment de journalistes aujourd'hui qui savent y aller et qui mettent directement sur la place publique telle entreprise a ces données qui sont sur le darknet, en termes d'image par rapport à ses clients, c'est une catastrophe. Donc il y a aussi cet impact-là sur l'entreprise. En plus de l'arrêt d'une ligne de production, ce qui est quand même assez dommageable. Donc il ne faut pas l'oublier, une perte de données, même au niveau du SI, le risque c'est que la production s'arrête. D'ailleurs c'est ce qui se passe à chaque fois. Bon, je vois que tout le monde sait. Donc petite question, effectivement, c'est des remarques que je vois quand on fait des pré-diagnostics. On me dit souvent, vous inquiétez pas monsieur Marpeau, arrêtez de jouer les pompiers, ne me faites pas peur. Moi j'ai mis des antivirus sur tous mes PC. Que ce soit du Windows 98, parce qu'on voit encore du 98, du XP, du 10, et plus tout le reste. Donc j'ai aucun souci. De toute façon, avec mes antivirus, on ne peut pas m'attaquer. Alors, vous dites faux, oui, bien sûr, même avec un antivirus, on peut attaquer. Il faut savoir quand même que de plus en plus de logiciels, notamment quand on fait le clic qui ne va pas et qu'on met effectivement, qu'on appuie sur le fichier et qu'on infecte un serveur ou des équipements, un des premiers éléments que va faire l'attaquant, c'est qu'il va effectivement bloquer les antivirus. En tout cas, au moment de l'attaque, souvent on se rend compte que les antivirus ont été bloqués. Donc un antivirus, c'est bien, mais encore faut-il savoir quand il fonctionne bien. Donc souvent, on va mettre plein d'antivirus et on se rend compte que les industriels n'ont aucune idée du fonctionnement, en tout cas de l'état de fonctionnement de leurs antivirus. Notamment, alors, je ne parle pas du SI, parce que le SI, c'est quand même un domaine où, grosso modo, l'industriel sait exactement, en tout cas les ingénieurs système savent très bien gérer leur système sur la partie SI, sur les serveurs. Par contre, sur les lignes de production, c'est là où effectivement le bas blesse, c'est que vous avez une mixité de plateformes avec des antivirus plus ou moins à jour, et à partir de là, quelque part, si on ne peut pas attaquer le SI, on va attaquer effectivement le reste, parce qu'on ne peut pas avoir une vision précise de tout ce qui se passe sur la ligne de production. Donc, quelque part, un antivirus, c'est bien, il faut mettre un antivirus, mais ce n'est pas non plus la solution idéale, et il ne faut pas uniquement appuyer sa sécurité uniquement sur son antivirus, il faut aussi appliquer sa sécurité sur la mise à jour des outils, la mise à jour des antivirus, et puis effectivement une bonne optimisation de sa ligne de production, et notamment une mise à jour de tous les outils, puis d'éviter d'avoir une certaine disparité en termes de produits. Des commentaires ?
Non, mais après, l'hétérogénéité des systèmes sur les systèmes industriels, c'est toujours compliqué. Hein. Enfin, c'est difficile de ne pas l'avoir, en fait. Oui, d'où la mise à jour est importante. C'est peut-être pour des usines qui se créent aujourd'hui, oui. Mais pour celles qui sont un peu anciennes, je sais que c'est quand même une grosse difficulté. Par contre, il y a des vraies solutions. Il y a vraiment des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui sont capables de proposer des solutions pour isoler un système, le rendre imperméable à une attaque ou des choses comme ça. Alors voilà, souvent, on me dit ça aussi, et là, je m'adresse surtout à des électroniciens, parce que j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps où un fabricant d'IoT me disait, Monsieur Marpeau, vous inquiétez pas, moi j'ai un protocole qui est complètement spécifique, celui qui veut me pirater, il faut déjà qu'il sache effectivement bien comprendre et bien lire ce que j'ai mis en place. C'est une barrière comme une autre, pourquoi pas? Oui et non. Je dirais que oui et non. Oui, parce que celui qui s'amuse et qui veut essayer de vous pirater en s'amusant, s'il voit que le protocole est spécifique, il ne va peut-être pas forcément fouiller. Maintenant, n'oubliez pas un point, la cyber, c'est aussi un travail de fond, c'est-à-dire qu'il faut faire des mises à jour, il faut se tenir au courant de tout ce qui se passe, il faut être très vigilant sur les différentes vulnérabilités. Or, quelque part, n'importe quel électronicien, si vous développez votre propre protocole, soit vous êtes capable de gérer les vulnérabilités de ce que vous êtes en train de développer, ça veut dire que vous avez des retours clients sur les vulnérabilités, ce qui va effectivement vous obliger à faire des mises à jour, à faire du redéveloppement, du redesign qui ne va pas forcément être financé par le client. Donc entre nous, on le sait très bien, on va le faire une fois sur deux. Alors que si vous utilisez du protocole standard, là vous allez bénéficier effectivement de toute la puissance du réseau, du monde, ou en tout cas des développeurs qui eux effectivement vont faire ce travail de suivi des vulnérabilités. Donc un protocole propriétaire, oui, mais ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Ça s'appelle la sécurité par l'obscurantisme et il a été prouvé que ça ne marchait pas. C'est ce qui est, en fait, c'est le choix. Vous avez le cas des algorithmes de chiffrement. Les algorithmes de chiffrement, justement, sont connus, ce qui permet qu'ils puissent être testés. Et en fait, la sécurité des algorithmes repose sur la clé, mais pas sur le fait qu'on ne sache pas comment l'algorithme fonctionne. Bien au contraire. On sait comment il fonctionne et c'est comme ça qu'on peut prouver qu'il est sécurisé. C'est un peu le même système. Le protocole qui serait caché, si jamais il est découvert, alors ça veut dire que c'est fini. Donc c'est pas une bonne stratégie. Le terme est donné, c'est une stratégie effectivement d'avoir son propre protocole ou ses propres équipements propriétaires. Ce n'est pas une stratégie claire et nette en matière de cyberdéfense. Ça en fait partie, ça peut aider, mais il ne faut pas que ça soit une finalité. Parce que quelque part, vous prenez un risque aussi. Alors, effectivement, autre point important, dans ce cas-là, je n'ai pas d'autre solution que de ne pas être connecté à Internet. C'est une bonne stratégie dans 99% des cas. Sauf si quelqu'un rentre dans votre enceinte, alors qu'il ne devrait pas être là, avec une clé USB par exemple. Stuxnet. Même il y a des moyens, je sais que l'ANSSI fait des tests assez régulièrement où il laisse traîner des clés USB, grosso modo, dans 80% des cas, à un moment donné, elle a été mise sur un PC, quoi. C'est l'attrait de la clé USB, quand on a toujours envie de la brancher. Dans les salons comme ça, pour ceux qui font de l'espionnage industriel, qui font de l'intelligence économique, voire même du piratage, c'est une mine d'or ici. C'est un terrain de jeu qui est génial. Je vous le dis comme ça, c'est entre nous. Hein. Moi, le premier, je le fais aussi. Hein. De distribuer des clés USB verrouillées ? Non, mais j'ai une petite clé qui permet de hacker. Ouais, j'en ai une. Enfin, non, je ne l'ai pas prise là cette fois-ci. Je l'ai fait aussi à Lyon, mais je ne l'ai pas prise là. Mais voilà, non, ça marche très bien. Non, pour être clair, usine 4.0, effectivement, la connexion Internet, c'est important. Je pense qu'on ne peut pas non plus vivre à l'âge de pierre. On a besoin d'être connecté. De toute façon, c'est la tendance, donc ça fait partie des éléments. Et il faut se protéger en conséquence. Donc, sachant que effectivement, l'isoler n'est pas non plus la protection ultime. Bien sûr, il y a les clés USB, il y a le comportement qui est complètement malveillant, et de toute façon, vous n'empêcherez pas quelqu'un. Alors ça, c'est un point important, on n'en a pas parlé, sur les droits. Même si effectivement vous n'êtes pas connecté, vous utilisez tous Windows, vous avez des droits d'accès. Si vous laissez traîner votre login et de mot de passe, vous et vos collaborateurs pour avoir accès au PC, aux équipements, quelqu'un de l'extérieur peut le faire. À partir de là, il n'y a pas de protection. Donc voilà. Donc c'est aussi un point important. Internet, bien sûr, c'est un moyen, mais on a quand même accès aux machines. Donc à partir de là, c'est pas la protection ultime.
Je parle souvent, mais effectivement, les changer, bon là c'est la règle d'hygiène, hein, changer les mots de passe et login, il faut le faire assez régulièrement parce que le post-it avec effectivement ces éléments sur le clavier haut, notamment encore plus dans une ligne de production, parce qu'on rigole sur un bureau, bien sûr, je pense que les gens sont relativement formés, ou en tout cas sensibilisés pour éviter de laisser le post-it. Ils le cachent sous le clavier, c'est ça. Sous le clavier. Mais quand vous êtes sur ligne de production avec les opérateurs qui ont besoin d'accéder à un vieux Windows XP ou autre, ou 98 comme j'ai vu encore, et qui laissent en fin de compte le post-it parce que je peux comprendre, c'est chiant, c'est galère, on faut enlever les gants, il faut taper tout ça, puis on s'en souvient pas. Eh bien effectivement, là, on laisse encore une fois une porte d'entrée parce que n'importe qui peut passer. On ne contrôle pas forcément les gens qui se baladent dans l'usine, on a des visiteurs à droite à gauche. C'est relativement facile pour pouvoir récupérer les infos et puis ensuite faire ce travail-là. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on l'a déjà dit, c'est aussi effectivement la malveillance de la part des anciens qui sont partis et qui effectivement gardent tous les droits et peuvent intervenir. Donc, isoler ces équipements. Alors, il faut le faire d'Internet. Le seul moment où vous avez le droit de le faire, c'est lorsque vous êtes attaqué. C'est la règle d'or. C'est-à-dire, si effectivement vous avez un risque, là, la meilleure des solutions, c'est pas couper le courant, hein, c'est couper Internet. Ah oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a une charge malveillante, elle n'a pas toutes les instructions. Justement, ils veulent que ça soit un petit truc qui ne prend pas beaucoup de place. Donc, après, en général, la charge malveillante, elle a besoin d'aller chercher ses instructions sur le serveur émetteur des pirates. Donc, si vous coupez le réseau, elle est bloquée et souvent, ça arrête l'attaque, tout simplement. Elle s'arrête à l'étape où elle en était. Un autre sujet important et qui va t'intéresser, effectivement, c'est le côté formation, très important. Donc, on est à peu près 50-50, c'est ce que l'on voit un peu partout. Effectivement, en matière de formation, il ne faut pas lésiner, hein. La formation est un élément clé en matière de protection contre des attaques. Formation du personnel, formation pour vous, du personnel, de l'environnement. Il y a un vrai travail de sensibilisation à se faire. Et là, effectivement, c'est le rôle d'une agence comme... Ah, pardon. C'est le rôle d'une agence. Non, mais parce que c'est pas une agence, c'est une association. Une association, oui. Parce qu'ils ont laissé, en fait, moi je travaillais pour l'agence de développement économique de la région, maintenant je suis sur l'association Cyberrock. Donc c'est pour ça que j'ai pas... Je me dis, quelle agence? De quoi il parle? Donc, la tienne. Pardon. Oui, alors, bon, c'est surtout, en fait, le message, c'est il faut sensibiliser les personnes à la cybersécurité. Alors, on va faire aussi tout un travail pour voir comment on peut améliorer. Parce qu'en fait, on a un problème, on voit bien que le message passe pas, les gens ne se sentent pas concernés, les messages sont peut-être des fois un petit peu trop généralistes. Il faut faire plus d'applicatifs, que les gens puissent se mettre en situation et surtout puissent transposer ça dans leur poste au quotidien. Donc tout le monde ne fait pas les mêmes choses dans une entreprise et forcément ne va pas présenter la même sensibilité aux attaques, la même criticité aussi. Hein. Suivant les postes, il y en a, ils ne sont pas sur des machines qui sont critiques, donc ils peuvent être un point d'entrée, mais le point d'entrée est moins dangereux que d'autres personnes dans l'entreprise. Donc chacun doit prendre conscience de sa, j'ai envie de dire, criticité par rapport au système d'information, et qu'il ait bien conscience aussi que certains gestes peuvent vraiment être une catastrophe pour l'entreprise. Mais ça, c'est une formation qui doit se répéter. On doit vraiment se mettre à jour, en fait, sur la cybersécurité et bien comprendre la menace, en fait. Et alors, moi, mon approche, c'est qu'il y a on voit vraiment qu'il y a un déplacement dans la sphère personnelle. De plus en plus. Les gens sont attaqués. Alors souvent, c'est des cyber-escroqueries. Hein. On est plus vraiment sur le fait de capter de l'argent. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils reçoivent un SMS, on leur dit que leur carte Amélie n'est plus à jour, qu'il faut la renouveler. C'est sur le téléphone, ils ne voient pas bien. Pour des gens qui vont souvent chez le médecin, pour des gens qui ne sont pas trop au fait, etc., ils paniquent un peu, ils cliquent sur le lien, on leur demande de la payer, je ne sais pas, je ne me rappelle plus du déroulement de l'attaque, mais ça doit être 10 €. Bon, au final, ils sont débités de 1 500 €. À titre personnel, il y a plein de gens, c'est une catastrophe, quoi. Et en plus, aujourd'hui, il y a tellement d'attaques que ça s'est vraiment resserré au niveau des banques et les gens ne se font plus rembourser. Les banques refusent de rembourser parce qu'elles disent aux personnes « mais vous avez donné vos informations bancaires librement, on ne vous a pas contraint. Voilà. Donc, du coup, on ne vous rembourse pas. » Et donc, en fait, plus les gens sont formés,
plus ils vont pouvoir aussi se protéger à titre personnel. Donc il y a plein d'éléments, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais il y a plein de choses à titre personnel où ils peuvent se protéger et qui peut avoir un impact sur leur vision de ce qu'ils font dans l'entreprise et de, effectivement, par rapport à certaines choses qui peuvent se dérouler, ça peut mettre l'entreprise en péril. Donc, point important, c'est la formation. Alors, la formation et la sensibilisation du personnel, c'est une chose. Mais il y a aussi un point important, c'est la formation technique. Parce que, Philippe Sissoko, on parlera après. Mais il est évident que la réglementation évolue énormément au niveau des IoT et des systèmes embarqués. Et donc, on ne peut plus se permettre de concevoir une électronique embarquée, comme on le faisait il y a encore quelques années, à mon époque, où le risque, on n'en parlait pas beaucoup. Maintenant, il faut intégrer des exigences cyber dans les cahiers des charges, dans les spécifications. Ça nécessite effectivement des connaissances un peu plus techniques. Ça nécessite de faire un peu de chiffrement. Ça nécessite de travailler sur les ports d'entrée-sortie. Ça nécessite aussi d'industrialiser complètement autrement. De faire une analyse de risque. Alors quand on est électronicien, informaticien, faire une analyse de risque, ce n'est pas forcément quelque chose que l'on apprend à l'école. Donc ça aussi, ça nécessite à intégrer effectivement des outils ou des méthodologies. Pour une ligne de production, on a la norme 62443, qui est aussi une norme très importante dès lors qu'on passe dans la phase industrie du futur, puisque cette norme, ou en tout cas cette méthodologie de travail, explique comment, méthodologiquement, quel processus on doit mettre pour sécuriser sa ligne de production. Donc tout ça, ça passe par de la formation. Donc bien sûr, ce que je vous conseille, c'est aussi d'aller regarder les formations Captronic, puisqu'on a un gros volet de formation autour de l'électronique embarquée, du chiffrement, de la protection des réseaux Wi-Fi, Zigbee et tout ce qui va avec. Il n'y a plus de... Oui, il n'y a plus. Ouais, mais je suis sur batterie, c'est pour ça. Ok, donc question suivante. Alors, point important. Le SSI. À qui est rattaché votre responsable sécurité informatique dans vos entreprises? Encore faut-il qu'il y en ait un. Encore faut-il qu'il y en ait un. Il y a quand même beaucoup de petites entreprises Oui. aussi aujourd'hui dans le monde industriel. Ils n'ont pas les moyens d'avoir un RSSI. Alors ça, c'est intéressant pour l'instant, on va voir. Donc la question, c'est le SSI doit être rattaché à qui? Parce que derrière cette question, c'est celle-là aussi. Donc déjà, il n'y en a pas. OK, on a noté. Au niveau du service IT, au niveau de la direction. Je dirais que effectivement la tendance, quand on voit, c'est surtout le SSI rattaché au service IT. On a fait une conférence la semaine dernière dans le cadre du SIDO. Il y avait le SSI de Framatome qui était là et de Saint-Gobain. Leur message a été très très clair. Le SSI est rattaché à la direction. C'est trop stratégique, c'est trop important dans une entreprise pour rattacher le SSI au service IT. Il faut impérativement qu'il soit attaché à la direction parce que la partie cyber doit être complètement à 100% intégrée dans la stratégie de l'entreprise. Et surtout que ça ne concerne pas que l'IT. Surtout que ça ne concerne pas que l'IT, et notamment dans une démarche Industrie 4.0 où ça concerne aussi l'outil de production, ça concerne les automatismes, ça concerne la production, la maintenance et tout ce qu'on veut. Le SSI, en tout cas, doit être rattaché à la direction. C'est comme ça. En tout cas, c'est comme ça que ça marcherait mieux. Alors, point important, la donnée du cloud. Alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire d'OVH à Strasbourg, qui nous a fait bien marrer. Mais bon, voilà. Donc, se pose souvent la question. Alors, quand je fais des prédiags au sein de Captronic, notamment auprès d'entreprises qui développent des IoT, dans la plupart des cas, ils me disent « Non, monsieur Marpeau, vous inquiétez pas. Moi, toutes les données sont en serveur. J'ai donné ça à un prestataire. C'est lui qui s'en occupe. Je ne veux même pas savoir comment ça se passe. Je ne veux même pas savoir comment c'est sauvegardé. C'est son problème, ce n'est pas le mien. De toute façon, c'est de sa responsabilité. » Réponse? Bien lire le contrat. Alors, l'histoire d'OVH, c'est assez rigolo, puisque vous avez tous en mémoire le serveur OVH qui a brûlé à Strasbourg. Et donc, les gens disaient, mais pas de problème, de toute façon, il y a des sauvegardes. Alors, il faut savoir que dans 70% de ce qui a été brûlé, le rack de sauvegarde se trouvait effectivement sur l'étage en dessous, dans la même pièce. Il n'était même pas séparé géographiquement, il était effectivement dans le même local, sur le rack en dessous. Donc, ils avaient effectivement une sauvegarde qui n'était même pas...
géographique. Mais bien sûr, ça coûtait pas cher. Donc voilà, ça a un prix. Maintenant, ça nous amène à discuter de l'ANIS, parce que quelque part, il y a eu une ouverture de l'ANIS, notamment sur les fournisseurs de services. Donc quel va être leur niveau de responsabilité en matière de stockage? Je n'ai pas regardé, mais je pense que ça évolue dans le bon sens. De toute façon, Total. L'objectif, c'est quand même que les prestataires soient responsables. Hein. C'est un peu facile de faire porter la responsabilité sur le client. Alors effectivement, mais c'est une responsabilité complètement partagée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'offre de service qui sera responsable, mais aussi celui qui lui a délégué la mission, oui, qui prendra aussi une part de responsabilité. C'est-à-dire qu'on peut plus dégager sa responsabilité auprès du prestataire de service. D'où l'importance de bien lire les contrats et d'être sûr que tout le monde a bien compris où étaient les données, quelles étaient les conditions, comment on pouvait les récupérer, etc. Donc est-ce que quelqu'un avait testé les sauvegardes? Je ne parle même pas de ça, mais bien sûr, mais c'est effectivement un point important de bien lire les contrats et de bien s'entourer effectivement de spécialistes, en tout cas de bien s'assurer. Une chose très simple, hein, savoir où est-ce que c'est stocké, où sont les backups, s'il y en a, qui s'occupe des logs, très important aussi, tout un tas d'éléments qu'il va falloir regarder dans les contrats. Par contre, c'est là où c'est bien d'avoir de l'accompagnement. Pour ceux qui n'ont pas de RSSI, il existe des RSSI à temps partagé. Ça peut être bien d'avoir un consultant qui accompagne l'entreprise quelques heures par mois et qui va faire ce genre de contrôle où le chef d'entreprise n'est pas du tout à l'aise avec le sujet et ne sait pas quels sont les points de contrôle en fait. Alors que l'expert, lui, va savoir ce à quoi il faut faire attention. Et surtout, le fait de confier vos données à un prestataire de manière totale ou partielle, vous avez le droit aussi de mandater un spécialiste qui va faire du pentest. C'est-à-dire que quelque part, vous avez tout à fait le droit de confier à un prestataire, de vérifier effectivement un prestataire, un spécialiste, que la personne, ou en tout cas l'hébergeur, c'est qui vous avez effectué ces données, ou voire même en interne ou en externe, ça soit sécurisé. Et c'est pas très cher en fin de compte pour faire effectivement ce type d'audit. Et c'est très intéressant parce que ça permet effectivement d'identifier des failles. Et je dirais qu'avec l'évolution des assurances, parce que quelque part, c'est un peu ce que fait Bercy, hein, il va taper là où ça fait mal, je mets ma main au feu que les assureurs vont être extrêmement vigilants sur ces points-là, et notamment sur l'aptitude de l'entreprise ou en tout cas, il va falloir démontrer que vous avez mis tout en œuvre pour que les données ne puissent pas être piratées. C'est-à-dire que derrière, vous avez mis en place des outils de contrôle, de test et ainsi de suite, et que vous n'allez pas faire tout porter sur votre ESN. Ça, c'est un point important, parce que derrière, il y a quand même de l'argent en jeu. Et les compagnies d'assurance sont en train de revoir actuellement leur modèle de contrat pour mettre en place ce type de choses. Ouais, il y a des chances que le remboursement de la rançon soit quand même soumis à des clauses en termes de sécurité de l'entreprise assez élevées. Hein. Voilà. Alors, point important, on en a un peu parlé, le nomadisme. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir accès effectivement à ces données au niveau nomade? Je pense que oui, tout le monde répond plus ou moins oui. Hein. Quelque part, on est tellement habitué, effectivement. Je ne sais pas si ça marche, non? Je vois des gens qui feront les sourcils. Si vous arrivez à répondre? Ok. Le nomadisme est présent dans nos vies, dans la vie de l'industriel, de l'envie de tout le monde, même dans le cadre de l'industrie du futur, puisque de plus en plus, on voit des industriels qui aiment bien effectivement vérifier leur outil de production à travers un smartphone. Ça se fait de plus en plus. Donc oui, le nomadisme est là et on ne peut pas faire une croix sur ça, donc on vit avec. Et bien dans ce cas-là, ce nomadisme, il doit être protégé. Il doit d'autant plus être protégé que souvent on emmène chez soi. J'ai eu le cas il y a quelques mois d'une entreprise sur Marseille qui appelle et qui dit voilà, OVH, je ne peux pas les citer, ils nous ont complètement débranché les serveurs de dev et les serveurs de service. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, ok. Donc ils ont un petit peu regardé, ils ont regardé les logs et ils se sont rendus compte en faisant effectivement ce type de pen test, ils sont tout simplement rendus compte qu'un des développeurs, en fin de compte, travaillait de chez lui. Bon, il n'y a rien, c'est pas un problème, hein, il travaillait de chez lui. Mais surtout, ils se sont posé la question de savoir, mais comment se fait-il que OVH avait à débrancher le serveur parce qu'effectivement, il y avait un logiciel malveillant. Et ce développeur, à un moment, il a dit « Ah bah oui, c'est vrai, j'ai mon gamin qui a utilisé mon PC. » Voilà. C'est la petite histoire, et c'est une histoire vraie. C'est aussi les joies du nomadisme.
Ça me fait penser aux petites vidéos qu'Airbus a réalisées. Je ne sais pas si vous les connaissez. Alors, bon, elles sont d'ailleurs référencées sur Cyberrock dans une partie un peu qui s'appelle Cybertech. Mais il y avait comme ça, quelque chose comme ça aussi sur... alors là, c'était la personne qui rentre du boulot, qui met sa clé USB. Alors là, c'est la clé USB, mais dans l'autre sens. Il met sa clé USB dans le vide-poche, sa femme prend la clé USB, met les photos de vacances dessus. Et au moment où l'avion sort du hangar, il y a la photo de lui en maillot de bain sur la queue de l'avion. Moi, ça m'amuse beaucoup. C'est ça, c'est un peu le mélange des usages pro et des usages perso qui peut quand même avoir des impacts assez importants. Donc voilà, il faut être assez vigilant. Alors, autre question assez intéressante. Justement, on revient à notre exemple sur Ouest France. Effectivement, mis en place une procédure de reprise d'activité après un incident. Oui, parce qu'on pense beaucoup avant, on pense un peu moins pendant, et souvent on ne pense pas du tout après, ou très peu. Une fois que le mal est fait, on se dit zut, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Donc c'est ce qu'on appelle les plans de reprise après incident ou d'activité. Alors c'est quelque chose qui se prépare, contrairement à ce qu'on pense, hein, c'est comme une situation de crise, hein, il faut se préparer. Hein. Peut-être que ça ne va jamais arriver, mais peut-être que ça va arriver, donc il faut s'y préparer. Et ça fait partie effectivement du travail autour de l'analyse des risques. Une analyse des risques aussi, c'est aussi d'anticiper cette reprise d'activité. Donc c'est un point important. Ouais, souvent d'ailleurs les premiers éléments, quand on dit aux entreprises d'envisager qu'est-ce que vous feriez s'il y a une crise, hein, si tous les systèmes s'arrêtent, qu'est-ce qu'il faut ? Après, en fait, on se rend compte qu'on a tout sur nos systèmes d'information. C'est-à-dire même le contact du prestataire qui gère les serveurs, qu'il faut appeler en cas de problème avec telle machine, j'en sais rien. Du coup, l'entreprise n'a plus accès à rien du tout. Et souvent, une des premières choses qu'il faut mettre en place, c'est déjà d'imprimer les procédures et la liste des acteurs à contacter en cas d'urgence. C'est tout bête, mais si on ne l'a pas sous la main, si le système d'information il est inaccessible, c'est vraiment catastrophique. C'est comme à la maison. S'il y a un incendie, qu'est-ce qui se passe de vos papiers ? C'est un peu ça. Ce qui est surprenant quand on parle de reprise d'activité, c'est qu'on se rend compte que quand on a une ligne de production, les gens sont beaucoup plus à même effectivement de remettre en route, une reprise en route de la ligne de production qu'un incident informatique. Vous avez un arrêt pour une casse ou quelque chose comme ça, les gens, les automaticiens, ils savent ce qu'il faut faire. Et je suis toujours surpris que quand c'est une attaque informatique, les automaticiens, déjà, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Les informaticiens, quand ils ne sont pas prévenus, ou très peu, ils ne savent pas, puisqu'il n'y a pas de dialogue entre le SI et l'OT. Et donc, à un moment donné, tout le monde est perdu, et puis on se dit, mais on se gratte la tête, et on dit, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et là, c'est un vrai enjeu. Une reprise d'activité, c'est pour ça qu'on a parlé du SSI au niveau stratégique, au niveau entreprise, parce que ça fait partie, la stratégie de défense, c'est aussi la stratégie de reprise de l'activité, et ça doit se faire en concertation avec effectivement ce qu'on appelle l'OT, donc la ligne de production, et le SI au niveau du service informatique. Et ces deux mondes doivent se parler. C'est l'essence même, et c'est une des bases de la norme, c'est pas une norme en tout cas de l'IEC 62443, hein, c'est qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir reprendre, pour faire une réponse à une reprise d'activité en cas d'un incident informatique. Et ça, c'est important, et ça se traite au niveau de la direction. Et ça fait partie de la stratégie de l'entreprise. Donc ne l'oubliez pas. On en a parlé, l'analyse des risques. Alors est-ce que ça se fait chez vous ? On attend un petit peu pour avoir les réponses. Bon. Il y a ceux qui savent, et puis il y a ceux qui confirment, et puis ceux qui ne savent pas. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de nom. Alors je ne sais pas pourquoi, mais bien sûr, vous avez compris qu'une des clés, et peut-être c'est la principale clé en matière de protection contre le risque cyber, c'est l'analyse des risques. Donc il y a une méthode, la méthode EBIOS. Effectivement, on n'a personne de l'ANSSI ici, mais la méthode EBIOS est quand même la méthode, avec un grand L et un grand M, qui est totalement adapté effectivement pour l'analyse du risque cyber. Je sais pas, Philippe, je ne sais pas si tu en parles de la méthode EBIOS. Pas du tout. Pardon ? Non. C'est sur les process industriels, oui. Mais c'est en fin de compte, c'est l'outil extrêmement important qu'il faut faire de manière systématique pour pouvoir effectivement avoir une très bonne vision du risque cyber, mais même du risque tout court.
Et quand on est concepteur d'équipement, ben pareil, soit on utilise la méthode EBIOS qui marche très bien, mais on peut faire aussi, sans rentrer dans les détails, une méthode d'analyse des risques classique. Je dirais que quelque part, si vous êtes concepteur et que vous avez intégré dans votre processus de développement une analyse des risques, c'est déjà un bon début, c'est déjà une bonne chose. Donc je dirais que l'analyse des risques fait partie aussi des différents processus à mettre en place dans les entreprises. Voilà, bon, on est d'accord. Et en complément de ça, on a parlé effectivement de reprise d'activité, on va parler de préjudice. Ça aussi, c'est un point important. Bon, je ne suis pas surpris, je pense qu'on aura le même résultat. Bien sûr que l'analyse de risque, c'est aussi une analyse du préjudice, et c'est tout aussi important. Qu'est-ce qui se passe si ma ligne de production s'arrête? Combien ça va coûter? Qu'est-ce que je vais demander à mon assureur? Ça fait partie des éléments clés, et l'assureur, son boulot, c'est effectivement de diminuer la compensation, parce qu'il n'y a pas que la rançon qui impacte l'entreprise, il y a aussi l'arrêt de la ligne de production, la destruction de certains équipements. J'ai eu, il n'y a pas longtemps, dans un site industriel où ils faisaient effectivement de la coulée continue, donc vous voyez où je parle. Ils ont eu effectivement, on n'en parle pas beaucoup, mais c'était l'année dernière une petite attaque informatique, ou en tout cas c'est un automate qui a été vérolé. Et c'était assez impressionnant parce que quand vous imaginez que ce qu'on appelle un train à fil, il s'est mis à faire des nœuds. Donc vous imaginez un atelier de sidérurgie et vous avez la bande de métal en fusion qui a commencé à monter et qui s'est mis à faire des nœuds, et ça s'est propagé complètement dans l'atelier. Il y a quand même eu il y a des gens qui ont été brûlés. Et tout ça parce qu'un automate s'est mis en défaut, et quand ils ont cherché, il y a eu effectivement un dysfonctionnement informatique là-dessus. Les conséquences sont énormes. Et donc, c'est un préjudice, et quand on parle de préjudice, on parle d'assurance, mais aussi, un point important, il faut porter plainte. N'oubliez jamais que quand on a une attaque informatique, il faut aussi porter plainte. Ça fait partie des règles. Si vous voulez être couvert, une attaque informatique, c'est dans le champ du pénal, je crois, maintenant. Oui, bien sûr. Donc, il y a des lois elles sont anciennes en plus. En plus. Donc voilà. Donc, c'est la loi Godefroy. Donc, je ne sais plus, 95, je crois. La notion de préjudice est importante parce que l'attaque en pénal ne peut avoir lieu que si effectivement il y a un préjudice. Sinon, il n'y a pas de... Il faut démontrer le préjudice pour entrer au pénal. Donc c'est important. Hop. Alors, on arrive sur les dernières questions. Parce qu'il n'y a pas que vous, il y a aussi votre environnement qui est concerné par la cybersécurité. C'est la même chose qu'avec le cloud, en fait. C'est la même chose qu'avec le cloud, mais là, au niveau tous les partenaires doivent être vigilants là-dessus. À partir du moment où il y a un contact avec le système d'information, quel qu'il soit. Et même l'outil de production. Alors moi, je le mets dedans, en fait, dans mon esprit, le système de production, enfin, sauf s'il n'est vraiment pas connecté, que c'est une machine mécanique avec un humain qui tourne une manivelle. Je ne sais pas si ça existe encore. Mais voilà, donc effectivement, il est important aussi d'être relativement vigilant lorsque vous faites faire votre ligne de production, lorsque vous achetez des machines. Vous faites faire une machine spéciale et tout un tas d'éléments, vous équipez avec des automates, des PC ou des capteurs ou des IoT. Il est très très important aussi de demander à vos fournisseurs effectivement de savoir s'ils ont pris en compte des exigences cyber dans la conception des produits. Donc ça existe, il y a plein de référentiels, la 62443, la 303-645 pour des IoT, il y a les TechMed, des équipements médicaux, l'automobile, la pétrochimie, tout le monde effectivement a des exigences cyber. Tout le monde peut effectivement demander à sélectionner ses produits par rapport à ces référentiels-là. Il ne faut pas hésiter. C'est un très bon moyen, et je crois même que ça devrait être obligatoire. Là, il y a NIS 2 qui sort, donc avec une directive européenne. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des exigences de sécurité sur tous les produits connectés. Et ils ne pourront plus recevoir la marque CE s'ils ne respectent pas ces exigences. Ça va quand même changer la donne. Alors, ceux qui sont déjà sur le marché, il y aura un peu plus de temps pour les retirer. Mais je pense qu'il y a des produits parce qu'on avait quand même la problématique des produits qui viennent de certains pays que je ne citerai pas, qui sont déjà faits pour permettre les attaques, en fait, ou qui permettent en fait d'observer ce qui se passe dans l'entreprise, pour faire aussi de l'espionnage industriel, etc. Donc il y a de fortes chances que des produits qu'on avait sur les marchés européens
n'ait plus le droit d'entrer sur ces marchés. Donc ce sera une très bonne chose. Mais par contre, effectivement, ça va demander quand même une adaptation pour les entreprises européennes qui produisaient des produits, forcément, et qui utilisaient peut-être des composants moins chers, mais qui ne se seront plus autorisés par la suite. Donc c'est une bonne chose, on va dans le bon sens, mais ça va demander une adaptation de tout le monde. Alors j'ai lu quand même que, je pense que Philippe en parlera, mais effectivement ces évolutions de la directive, dès lors que ça sera passé, je crois que les industriels auront une année, c'est ça, pour une mise en conformité, on doit être sur un délai d'1 an. 2 ans? Plus? Oui, moi la DG Connect, ils m'ont parlé de 4 ans pour que les choses se mettent en place, et pour retirer les produits qui ne sont pas conformes mais qui étaient déjà en circulation, il faudra 10 ans. C'est comme ça prend du temps. Après, c'est... Bon, ça va alors. Il y a quelques pays à mettre... le problème, c'est que c'est toute la partie européenne, donc c'est 27 pays. Hein, donc, le temps que tout le monde se mette, c'est compliqué. Le couperet est là, c'est-à-dire que ce que l'industriel ne fait pas, ou en tout cas ne fait pas actuellement de manière naturelle, il va être contraint par la réglementation. Il n'aura plus la marque CE s'il ne le respecte pas. Donc c'est assez énorme quand même. C'est énorme. Je vous conseille de rester après puisque Philippe abordera le sujet là. Très vite, parce que là c'est un peu moins intéressant, donc Captronic, on fait des formations, des séminaires, un prédiag cyber, donc n'hésitez pas, il faudra contacter mes 2 collègues là-bas si vous voulez en bénéficier. Et voilà, on fait un prédiag, nous on a un prédiagnostic très simple, c'est une 40aine de questions, ça peut être intéressant aussi, donc on valide 4 points. Déjà la maturité en termes de cyber, alors ça s'adresse surtout à des concepteurs, hein, des gens qui mettent des systèmes embarqués sur le marché. Donc on évalue la maturité, on évalue le processus de développement, on évalue le produit, c'est-à-dire les éléments de communication. Puis bien sûr, on est sur de l'IoT, donc effectivement, on regarde effectivement le couple produit-serveur. Ça donne une forme de cartographie avec une liste de recommandations. Vous en faites ce que vous voulez, mais c'est assez intéressant. Ça permet surtout, au-delà de cette cartographie, ça permet de vous faire parler. On se rend compte souvent que les entreprises en interne ne parlent pas toujours entre eux de ce genre de sujet. Donc voilà, ça amène de la discussion et l'idée, c'est de se poser des bonnes questions. Je vous conseille aussi, si vous avez le temps de télécharger, je fais un peu de pub, hein, du guide cyber sur les IoT. En attendant le prochain qui va sortir, c'est un guide qu'on fait conjointement avec le CETIM, la FIM, sur la directive, enfin, en tout cas la 62K543 et l'ANSI, il faut que je les cite. Donc voilà. Et puis sinon, c'est mes coordonnées, mais ce n'est pas forcément l'élément le plus important. La parole ? Non, mais on va... Enfin, non. Je sais pas. J'ai peut-être été trop long, je sais pas. Non, mais je pense qu'on est, voilà, on a dépassé là, le temps un petit peu. On a dépassé, mais Philippe est là. Non, mais j'ai parlé de l'association. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez sur cyberrock.com et après, vous vous inscrivez à la newsletter et on publie assez régulièrement sur l'évolution parce qu'on est en train de mettre en place l'offre de service. Donc, voilà. Et donc, on va laisser la parole à Philippe. Et honnêtement, suivez son intervention parce que c'est hyper intéressant. Merci pour votre écoute et à bientôt.